Je vous rappelle aussi, effectivement, que dans l'ordre du jour, la délibération numéro 12 est ajournée. Il s'agissait du personnel de modification du tableau des effectifs personnels qui devait être tenu. La dernière minute s'est désisté, donc il va au tout besoin d'ouvrir ce poste. Voilà. Merci d'avoir pris en compte cet ajournement et je laisse tout de suite la parole à Audrey Dutenot sur le débat d'orientation budgétaire 2025. Alors, du coup, pour vous présenter le rapport qui vous a été fourni, j'ai préparé une synthèse. Sur la synthèse, donc l'ordre du jour, rapidement, une situation globale, il faudrait que je lui rajoute un point qui est différent par rapport au rapport que vous avez, puisqu'il y a des évolutions, notamment de votre finance en ce moment. Ensuite, on fera un zoom sur la commune, donc sur les recettes, la fiscalité, les dépenses, l'épargne financière et puis l'encours de la DES. Et pour finir, les objectifs et investissements 2025. Alors, sur la situation globale, quand le rapport a été monté, on était une grande incertitude, pas de budget, pas de loi de finances, donc forcément compliqué de se projeter. Les choses avancent, la loi de finances devrait être définitivement validée très prochainement, et du coup, ça va notamment sur le dernier point être intéressant, enfin sur les communes, ça sera intéressant. Maintenant, sur la situation globale, on voit bien ce que là, le pays ralentit. La projection de croissance est moindre que ce qui était au départ calculé, puisqu'on projette un peu moins de 1% en 2025. Et puis l'inflation recule nettement aussi, puisqu'elle devrait s'établir à 1,5 en 2025 également. Sur les éléments qui bougent un petit peu, notamment avec la loi de finances, il y a des choses qui ne sont pas surprenantes. On a quand même des éléments qu'on avait projetés, notamment la dotation globale de fonctionnement qui devrait être maintenue, les dotations de soutien à l'investissement qui seront redues à la baisse, notamment sur tout ce qui est fonds verts. Donc ça, c'est un peu dommage pour justement investir dans la transition écologique. Par contre, un point qui est plutôt une amélioration, puisque au départ, il voulait faire évoluer le LCTVA, donc c'est ce que la commune récupère sur la TVA des investissements. Le taux devait être fortement baissé. Finalement, il va être maintenu donc, à 16,40 comme cette année. Et également, au départ, certains investissements sur les bâtiments communaux ne devaient plus ouvrir à récupération de TVA. Et ça, heureusement, ça va aussi être, ça va pas être mis en place dans la loi de finances, donc ce sera plutôt bien pour la commune de Boye. Enfin, pour les communes, regarde. On va aller sur la commune, donc sur les recettes, le tableau indique donc, et sur une période 2020-2024, une évolution moyenne des recettes réelles à 7%. Pour info, le montant moyen des recettes par habitant à Boye, il est de 1028 euros. Boye est vraiment en dessous, en fait, en termes de recettes par habitant, que la moyenne des communes de la métropole, puisque sur la métropole, la moyenne, c'est 1410 euros. Et c'est vrai que nous, à 1028, on a beaucoup moins de recettes que que beaucoup d'autres communes sur la métropole. Sur la fiscalité, donc, qui est une des composantes de nos recettes, la ville de Boye génère un produit fiscal par habitant à 530 euros. La moyenne donc, par habitant sur les 24 communes, c'est 761. Donc on voit bien, forcément, moins de recettes par habitant, ça se voit également dans les recettes fiscales. Au niveau des dépenses, donc sur le fonctionnement, donc malgré les dépenses de fonctionnement qui sont très très sensibles au prix de la consommation, à l'inflation, sur Boye, on a réussi à stabiliser les dépenses réelles de fonctionnement entre 2020 et 2024, puisque en moyenne, on a une progression uniquement de 2,4%. Donc malgré des années où il y a eu des fortes impressions, on a vraiment réussi à maintenir et à optimiser les dépenses de fonctionnement. Également, donc, on a les mêmes éléments par habitant. La collectivité se situe en dessous de la moyenne des petites collectivités de la métropole, avec 877 euros par habitant, alors qu'en moyenne, sur notre métropole, le montant est de 1213 euros. Donc on voit bien qu'on est sur Boye vraiment
avec des dépenses rationalisées par. Au niveau des dépenses de personnel, donc en fin 2024, au niveau de la commune de Voeil, on compte 99 titulaires, 11 postes de contractuels, 2 apprentis et nous avons 7 agents qui sont en disponibilité ou en congé parental. 2025, évidemment, dans le budget, eh bien, on prendra en compte les évolutions réglementaires, les évolutions du GVD, les besoins saisonniers, qui sont à chaque fois calculés au plus juste, les remplacements, l'augmentation de l'assurance sur les risques de statutaire. Et puis également tout ce que l'on avait présenté dans les conseils précédents sur l'agenda social, avec notamment un clé ajustement sur le régime indemnitaire. Donc tout ça sera intégré dans le 012, le chapitre pour les charges de personnel. Sur l'épargne financière, donc pour la commune, grâce à l'optimisation des dépenses de fonctionnement, qui a été mis en œuvre maintenant depuis presque 3 ans, la capacité d'autofinancement de la commune par habitant va rejoindre la moyenne de la strate à environ 120 euros. Et ce qu'on voit, c'est que notre taux d'épargne brut, il est aujourd'hui à 14,7%. Il a beaucoup augmenté, c'est vraiment amélioré. Et on est même un petit peu au-dessus de la moyenne, qui, elle, est à 13,94. Donc c'est vraiment les fruits de toutes ces optimisations de dépenses et de recherche d'optimisation sur les recettes qui ont permis justement d'avoir ces résultats beaucoup plus intéressants pour pouvoir envisager notamment d'investir plus tard. Le focus sur le cours de la dette, donc aujourd'hui il reste un petit peu plus de 2 680 000 euros de remboursement à début janvier, une dette qui s'éteint en 2030 toujours. On est aux alentours on est à 330 euros par habitant pour notre dette, quand la moyenne des communes équivalentes est à 600 euros, donc là encore un ratio plutôt rassurant. Également, ce que vous aviez dans le rapport, c'est que notre capacité de désendettement, en fait, pour une commune, c'est la capacité de la commune à entièrement rembourser sa dette si elle utilisait l'intégralité de son épargne brute pour le faire. Et à Voeil, on pourrait intégralement rembourser notre dette en 2,3 années, ce qui est plutôt très bien, puisque la situation, quand on est entre 0 et 8, c'est très satisfaisant. Dernier point du rapport d'orientation budgétaire. Doit manquer le le zoom sur les mandats. Donc depuis le début du mandat, on a investi sur la commune en moyenne de 1 million d'euros sur les dépenses d'équipement, donc la rénovation du bâti, les nouveaux équipements, l'investissement en matériel. Pour 2025, les priorités, elles seront évidemment définitivement consolidées lors du vote du budget. Mais les priorités, elles sont quand même définies dans leur objet, donc notamment la poursuite de l'amélioration énergétique des bâtiments, la mise en œuvre du schéma directeur de végétalisation, la rénovation énergétique de bâtiments également, des phases 2, puisqu'on a déjà avancé des chantiers, continuer à préserver le patrimoine bâti, le traitement de la LSH, la rénovation notamment sur la couverture de la rade du Télis, la sécurisation de l'espace public avec l'installation notamment de vidéoprotection place des échoppes. Et également, donc ça c'est ce que l'on avait déjà projeté dans la PPI votée au Conseil. Il y a des nouveaux besoins qui ont également été identifiés, notamment la mise aux normes et l'acquisition de défibrillateurs sur l'espace public, la gestion des accès sur les salles de sport, à finir donc le parcours santé à la Ménugard qui a été lancé, de pouvoir faire la phase 2 évidemment. Et puis également relancer l'étude de programmation du groupe scolaire Vidorco. Voilà en résumé le rapport d'orientation budgétaire que vous avez remis. Merci Audrey pour cette synthèse forte et claire. Est-ce que à ce stade, il y a des observations sur ce rapport d'orientation budgétaire? Oui, Vampy. Bonjour. Merci de vous laisser la possibilité de nous exprimer sur le sujet.
Moi, j'avais une petite question par rapport au parc de la Mévellière. Vous évoquez un projet et j'aurais aimé savoir si vous en saviez un petit peu plus sur le type de projet, ce que vous comptiez faire, quel budget serait alloué pour la Mévellière. Oui, alors, on implique dans le rapport d'orientation budgétaire, à la fin, sur les principales dépenses et investissements, qu'on a envisagé le parcours Fontaine Mévellière deuxième phase. Puisque nous avions adopté au budget 2024 une première phase qui permettait de lancer les premiers travaux qui ont été initiés pour caler ce parcours, et le parc de Fontaine avait besoin d'un crément complémentaire qui nécessitait une deuxième phase pour faire tout le projet. En fait, on va faire en deux tranches et en deux phases budgétaires. Où je rappelle que ce projet, qu'il a été géré en lien avec le Conseil des Sages, parce que c'est l'idée du Conseil des Sages. Il y a référence, c'est Jacques Haro qui a suivi avec le Conseil des Sages ce projet. Et en fait, compte tenu de l'enveloppe, nous ne pouvions pas absorber tout sur un budget. C'est pour ça qu'on a fait une phase 1 et une phase 2. La réalité des travaux, tout se fera pratiquement dans la continuité, mais on a phasé ça en deux budgets. Donc, c'est ça qui est prévu dans ce dossier au niveau de la deuxième phase, au niveau du parcours santé, au niveau de la BMUDES, qui est un peu pour votre rapport. Oui. J'en ai une autre question aussi. Vous mentionnez le traitement de l'ANSH. Oui. Est-ce que vous pourriez apporter de plus de détails, vu que maintenant l'école de musique n'est plus? Qu'est-ce qui va être fait des bâtiments? Alors, ce qui est prévu dans le traitement, c'est qu'aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui ont eu la possibilité de pénétrer dans ce centre de loisirs, il y a beaucoup d'humidité. Donc, des traces d'humidité importantes. Donc, le premier diagnostic a consisté à évoquer l'idée de mettre un drain pour pouvoir effectivement drainer, notamment sur la partie, que je ne trompe pas, la partie sud du centre aéré, de drainer pour pouvoir éviter effectivement ces infiltrations. Le diagnostic évolue. Depuis qu'on a effectué des curages au niveau des évacuations des eaux pluviales de Bélestre, qui se trouve un petit peu en amont, il semblerait que les problèmes d'infiltration se soient résorbés, voire diminués. Mais on est prudent, on va essayer pas. En tout état de cause, cette enveloppe qui a été prévue, parce que c'est quand même quelque chose qui a été chiffré entre 100 et 150 000 euros pour pouvoir drainer et poser le drain. Si cet équipement n'est pas nécessaire, il y a besoin de toute façon de revoir un petit peu les bâtiments, parce qu'il a quand même été abîmé avec les infiltrations, l'humidité qui reste toujours des travaux. Et puis, on est toujours en réflexion pour voir si il ne faut pas envisager de remettre à nouveau peut-être un local, peut-être à un autre endroit, pour voir effectuer éventuellement une activité qui pourrait être musicale, mais pour l'instant, c'est pas possible. Pour l'instant, on a gardé l'enveloppe. Et je dirais qu'on va attendre l'ensemble de la fin du cycle hivernal pour être rassuré, pour voir si on a vraiment bien résolu des problèmes d'infiltration. Dans ce domaine, c'est toujours compliqué de s'assurer les choses. Donc, traitement, quand on parle de traitement, c'est le traitement infiltration. 150 000, c'est bien un chiffre. Oui. D'accord, merci. Ok. J'avais une autre... J'ai rendu lien. C'est l'objet, c'est le débat, au contraire. Du coup, vous parlez aussi dans votre document du projet de l'école Victor Hugo. Vous parlez de lancer une nouvelle étude concernant la programmation. Je ne connais pas tout, mais j'avais entendu dire qu'il y en avait déjà eu une. En quoi est-elle différente de celle d'avant? Et est-ce qu'il serait possible d'avoir une vision complète des coûts qui ont été engagés par rapport à tout ce qui a déjà été réalisé sur ce dossier-là? Alors, je vous confirme qu'il y a bien une étude. Je vous confirme que cette étude ne repart pas sur les mêmes bases, puisque à l'époque, lorsque cette étude, on parle d'études de programmation, on était sur des hypothèses basées sur l'expertise de l'agence du géoplanisme. Il nous fait tous les ans une simulation sur l'évolution des effectifs de nos écoles.
Donc, en 5 ans, les choses ont beaucoup évolué et on peut même dire qu'elles, pas elles contredisent, mais elles viennent accentuer des scénarios les plus pessimistes qu'avaient été envisagés. Mais vous savez, quand il y a des scénarios, il y a un scénario bas, médian et haut. Et là, on est plutôt sur un scénario bas avec des fermetures d'écoles, de classes d'écoles plus importantes qui avaient été envisagées. Les hypothèses de base, il y a 5 ans, vont être complètement réinterrogées. Il était sur un dimensionnement qui prévoyait de remplacer à l'identique plus des classes supplémentaires par rapport à une possibilité d'extension de classes Victor Hugo. Je pense qu'on ne sera plus du tout dans ces mêmes hypothèses parce que 5 ans après, on a plus que des simulations, on vérifie des scénarios qui sont plus pessimistes en termes de fermeture de classe. Et Laurent, on confirme que les nouvelles simulations nous confirment qu'il y aura probablement encore une fermeture de classe. Donc ça, c'est des nouvelles bases qui vont nous permettre finalement de réinterroger le dimensionnement de cette future école Victor Hugo. Deuxième élément, c'est qu'on va introduire une autre donnée qui n'avait pas été connue, qui est la réflexion sur une cuisine centrale. C'est un enjeu important et nous allons, si le bon celui que j'ai, demander aux programmistes d'interroger pour envisager effectivement un scénario sur une cuisine centrale. Sur Bois, il était là, et puis mais il y a d'autres communes qui sont intéressées, qui n'ont pas la possibilité de faire de la cuisine sur place et qui pourraient bénéficier de cette cuisine centrale et bénéficier de la qualité de la restauration qu'ils n'ont pas aujourd'hui, puisque certaines communes se font livrer voilà, comme dans les hôpitaux, des plateaux en sachet avec une qualité d'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, puisque derrière, eh bien, il y a une mutualisation et tout le monde va également, à la fois la commune qui n'a pas de cuisine sur place, qui nous mettent en mutualisant, nous avons tout pouvoir réduire le coût, et puis ça permettra aussi de réinterroger Maryse Gastier dans son fonctionnement. Troisième donnée qui va changer dans cette étude, c'est que nous allons intégrer dès mon amont la visualisation d'une nouvelle carte scolaire. C'est-à-dire que nous avons demandé à l'agence d'urbanisme de nous faire des simulations de cartes scolaires, parce que vous avez vu que toutes les écoles sont dans le centre-bourg, et que demain on aura aux futures écoles de quartier qui va obliger évidemment à de revoir cette carte scolaire. Et donc en fonction de la carte scolaire, on dimensionne aussi le nombre d'élèves qui arrivera, donc le nombre de classes. Donc il faut que ça, nous l'intégrons en amont et que le programmiste puisse déjà travailler sur des hypothèses déjà intégrées. Vous voyez qu'il y a des dimensions un petit peu nouvelles qui font qu'il n'y aura quand même pas tout à fait la même étude par rapport à ce qui existait. Vous voyez, en 5 ans, des choses ont quand même, la situation s'est quand même un peu renversée. On n'aurait pas imaginé un petit renversement au niveau des classes. Laurent, si tu veux compléter, je t'en prie. Oui, juste préciser au niveau de la cuisine centrale que on continuera à faire à manger. Hein, c'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui en bio, ce qu'on fait pendant la loi Egalim, on continuera à le faire. Il y aura des cuisinières à manger. Et pas les cuisines centrales où on recevra les... Et on est bien d'accord sur la terre. Ça paraît important, je précise. Voilà un petit peu pour vous dire un petit peu cette étude de programmation. L'idée, c'est de tout préparer le terrain. Pour pouvoir, quels que soient les élus d'ailleurs, seront aux manettes en 2026, de pouvoir appuyer non sur le bouton pour lancer le concours d'architecte, pour réaliser cette future école. La perspective, c'est de pouvoir avoir une école où on a un mi-mandat d'un 2030, c'est ça l'horizon. On prépare les terrains. Et puis, on intègre des nouvelles hypothèses que je viens d'évoquer dans l'étude de la province. On n'a vraiment pas la même étude de départ qu'il y a 100. Oui, nous sommes capables d'habiller. Non, on ne peut que d'accord avec ce que vous appelez l'anticipation des besoins. Je ne sais pas si c'est le terme. Nous, mais on est d'accord là-dessus. Et je trouve que c'est une excellente chose d'avoir cette réflexion, notamment sur la carte scolaire, en tenant compte évidemment des organisations qui peut y avoir lieu. L'autre élément, vous avez parlé
que vous avez laissé entendre qu'on allait sans doute faire des fermetures de classes. Est-ce que c'est quelque chose, j'imagine, qui ne va pas se produire brutalement? Il n'y a pas un moment à la rentrée 2026, 27, 28, que sais-je, on va dire il y a tant de classes en moins. Les choses vont sans doute se faire progressivement. Est-ce que d'ores et déjà, dès maintenant, même en dehors du chantier de la construction ou le chantier de l'architecte, vous avez fait un planning, comment dirais-je, de rétro-pédalage, ce qui concerne le nombre d'élèves? C'est pas de rétropédalage. Enfin, dans le terme n'est pas heureux, je le retire. Non, mais en fait, on suit le bord, c'est pas. En fait, pour faire une simulation, pour faire des prospectives donc sur l'avenir, il faut tenir compte de la rétrospective. Parce que c'est pas inintéressant de faire du rétropédalage, puisque faut tirer les extrapolations ou on les tire sur la base d'une rétrospective. Donc, c'est ce que fait Laurent, et en fonction des perspectives d'ouverture des programmes de logement, d'habitat, de la natalité, de la typologie des habitants à Prabouet, Laurent simule un petit peu ce qui va se passer. Alors, c'est pas facile. On simule la démographie, mais après, la répartition des classes, c'est un petit peu compliqué. Ce qui va passer en privé, au public et tout ça, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. C'est pour ça qu'on fait appel tous les ans à l'agence d'urbanisme. Et l'agence d'urbanisme nous produit toujours les scénarios. Il nous dit, oui, probablement, sur telle école, il y aura peut-être une fermeture en fonction de l'hypothèse basse ou haute qui est envisagée. Après, les fermetures, elles sont confirmées à un moment donné avec des chiffres qui sont consolidés avec l'inspection de l'éducation nationale qui est, je dirais, l'arbitre final, l'autorité finale pour arbitrer la fermeture définitive d'une classe. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, au regard des effectifs, on aura, s'il n'y a pas de comportement, probablement encore une fermeture de classe pour la prochaine entrée. Il est encore loin des effectifs de rentrée, mais ça viendrait confirmer déjà une probabilité qu'avait annoncé durant le compétition banquet. Oui, dans maintenant, effectivement, il devrait y avoir rentrée, et peut-être encore d'autres les allées suivantes. Et après, ça devrait se passer. Et d'après les prévisions, en fait, on devrait assister à un dégonflement un peu de marée spatiale et une saturation des collecteurs UV. Le transfert devrait être comme ça. D'où aussi l'intérêt, comme gestionnaire, de relancer une étude sur des communes. Donc, c'est un petit peu les chiffres qui vous sont donnés, mais c'est vrai que tous les ans, en fait, ils réajustent leurs études. Par contre, les fermetures qu'ils ont annoncées depuis 2 ans, on les voit bel écart. Et là, on est un petit peu tendu sur la maternelle pour l'aller coucher. Voilà un petit peu de dire qui justifie cette étude de programmation. Monsieur Huge. Alors, mais juste pour pousser la réflexion un petit peu plus loin, là, par rapport au constat que vous dressez, donc, au fond du manque de dynamique par rapport à la commune. Non, mais bon, je conçois comme ça, dans le sens où on dit, s'il y a des effectifs, etc., on peut très bien de ça. Je veux juste savoir, est-ce que les documents de prospective que vous avez, ils mettent en avant on va dire, les points sur lesquels, en fait, il y a un manque d'attractivité, pas de la dynamisme. Moi aussi, je veux changer un mot. Mais chargé plutôt pour attractivité. Est-ce que là-dessus, il y a les points clés qui ressortent et sur lesquels on peut tous travailler, et notamment, on parlait du port d'investissement, etc., qui peut aussi rentrer dans ces lignes de compte pour accroître notre attractivité, donc le port d'idéalisme, et donc qui doit alors sur que je peux dessus qu'on doit amener des habitants, il faut produire du logement. Et pas n'importe quel logement. Parce que, en fait, c'est plutôt mieux. Si il n'est pas attractif, je ne parle pas de notre commune, mais même dans notre département, c'est une zone attractive. On a un niveau d'attractivité qui est plutôt considéré comme très bon, voire des fois trop, puisqu'on est obligé de réguler même la production de logement. Et vous savez, on a eu ce débat au conseil municipal, les fameux 80 logements par an. Et il faut de la production de logements pour tous, parce qu'en fait, la typologie des familles qui arrivent, vous connaissez les prix du mètre carré à Vouille, une jeune famille avec des jeunes enfants, qui a revenu Daphné l'Est, correct, ne peut pas s'installer en premier parcours d'habitat dans une maison
pas millionnaires sont d'avoir 1000 mètres carrés de terrain. C'est inaccessible. Donc c'est pour ça que toute la politique du primo-accédant, qu'on parle des BRS, etc., est très importante. Ce qui permet de faire venir des jeunes familles avec des jeunes enfants qui viennent soutenir les effectifs de nos écoles primaires. Par contre, effectivement, on a tendance à avoir des familles qui ont déjà un deuxième parcours d'habitat où les enfants sont déjà plus grands, au collège et lycée. C'est ça, en fait, ce que nous dit l'agence d'urbanisme Levant, et c'est pour ça que nous défendons le logement pour tous. C'est un vrai débat, et je vous remercie, M. Loujou, d'avoir élu. Alors, voilà, vous dire qu'il faut augmenter la production de logements à 80, 100, 120, on n'y est pas favorable, parce que derrière, vous avez aussi les services qu'il faut suivre. Donc, c'est un équilibre. Et nous pensons que le curseur de 4 donc un bon curseur en termes d'équilibre, en termes de dynamisme. Et puis, dans ces 80, nous souhaitons qu'il y ait un certain pourcentage de logements abordables et sociaux, de pour pouvoir avoir effectivement une typologie de familles qui viennent soutenir les effectifs de nos écoles primaires. Voilà. C'est un élément de fait pour n'ayez pas que la réponse est des multifactorielles. Là, vous insistez sur un point qui, effectivement, ça nous permet de réduire un discours et un débat de l'autre. Et voilà, qu'un teneur va avoir lieu. Mais je pense que c'est multifactoriel aussi. Vous parlez de l'offre de service. Je pense que l'offre de service est vraiment multifactorielle et un vrai élément d'attractivité. Je pense qu'on parle de la politique de logement. Et si on dit qu'elle pensait fluide, non, en fait, on voit qu'il y a quand même, c'est quand même enroué d'une certaine manière, puisqu'on voit bien que dans les classes, et notamment en maternelle, ça va coincer cette année visiblement, parce que, tel qu'on nous annonce sur sans doute comme différentes cases, donc la politique elle était proactive, mais en tout cas, les résultats escomptés ne sont pas à la hauteur du besoin de la commune. Et ça, pour aussi reconnaître ça. Et donc, au-delà de la construction, parce que je pense que la construction ne devrait non plus se confronter là-dessus, je pense qu'il faut voir un petit peu plus large, et c'est pour ça que je questionnais votre document de prospective de la part de votre cabinet. C'est très bien qu'ils nous fassent des projections qui ont l'air d'être à la fois qui nous ont mis sur un schéma pessimiste et qui n'ont pas l'air de nous donner beaucoup de clés. C'est pour savoir si les seules clés qu'ils nous donnaient c'était fait du logement social. Bon, on voit que ça a quand même ses limites dans la concrétisation et dans des résultats positifs, ou si vous donnez d'autres clés d'action. Et moi je serais plus enclin aussi à aborder ces autres clés d'action. Vous dites que c'est multifactoriel, c'est le facteur principal. Si vous ne faites pas venir des habitants nouveaux et des familles avec des enfants, mais des jeunes enfants, c'est facteurs. L'autre facteur, c'est la natalité. Je n'ai pas ce pouvoir. Moi, je n'ai pas ce pouvoir. Et aussi, parce que je sais que la natalité baisse, c'est un phénomène général que moi, il n'échappe pas. Donc, pas je sais, mais le facteur principal sur lequel nous pouvons agir, c'est-à-dire soit on ralentit la production de logements accessibles pour des jeunes familles, et vous avez des conséquences immédiates, soit vous, effectivement, vous accélérez la production pour pouvoir effectivement accueillir. Quand vous avez des communes qui n'ont plus la capacité d'accueillir des nouveaux habitants, regardez les reportages, vous avez des maires qui se battent pour pouvoir accueillir des habitants, pour ouvrir leurs écoles, soutenir leur activité commerçante. C'est le facteur principal du dynamisme de notre commune. L'enjeu démographique, il est central. C'est, je dirais, l'alpha et l'oméga pour pouvoir effectivement soutenir nos écoles, soutenir l'activité commerçante. Après, effectivement, je redis, il y a d'autres facteurs, vous avez raison, mais sur la natalité, je n'ai pas la main. Non, juste... pardon, j'ai le doigt. Juste à dire, sans occasion. Moi, je posais une question sur un facteur, sur du multifactoriel qu'on donnait uniquement, on va prendre un rapport, qu'on répond uniquement là-dessus. Il y a quand même une offre de service aussi. Dire l'offre, par exemple, les transports, je pense quand même que c'est aussi un critère important pour les établissements de famille. Je pense que la présence de médecins, etc., tout ça, c'est des sujets. Et ça, je pense que c'est des sujets auxquels aussi il faut travailler. Donc, c'était plus juste, en fait, focaliser. Ma question, elle est: quels sont les critères multifactoriels? Et en fait, si on réponse reliée, c'est il faut faire du logement social. Et c'est ce que je dis, avec un résultat que quand même, qui ne nous plus pas, on ne va pas faire non plus péter le champagne pour jeter les résultats, tout ça. C'est quand même très limité. Et mon doigt de Tamaz, on est montré à l'école. Donc moi, j'attends les réponses du multifactoriel. Je donne la parole à Jean et moi petit.
Excusez-moi, je suis pas encore habitué. Il y a portes qui sont allumées, alors on va foutre dans. Voilà. Vous suivez, monsieur Bougeot? C'est simplement Non, j'ai un fait rapide. Non, je disais, voilà, vous répondez sur cet axe, je l'en montre tout à fait, etc. C'est ce que je pense aussi. Les résultats demeurent limités. On en a à prendre avec les anciens à l'école qui sont quand même qui savent, on peut pas même reconnaître. Mais moi, la question, c'est sur ce côté multifactoriel. C'est pour ça que la question sur nos documents d'orientation, sur le document de perspective qu'on nous donne, est-ce qu'on peut appliquer d'autres choses? On parle de l'ESA, on parle de transport, on parle de choses comme ça. Donc, oui, le logement, oui, c'est le sujet de Néga, redire, et là-dessus, ok, il y a le débat, il n'y a pas de problème. Mais les autres sujets sont quelles sont les solutions? Mais, monsieur Bougeot, l'attractivité, on est connu. Quand vous interrogez les gens qui viennent à Boye, on est une commune attractive, super attractive, parce que nous avons un niveau de service beaucoup plus fort que la moyenne d'une commune de notre même strate. 2 éléments d'attractivité majeurs que nous disent familles, c'est parce qu'on a des établissements scolaires beaucoup plus importants que la même strate que nos familles, 3 écoles primaires, 10 collèges, des lycées, et le fait d'avoir un lycée général, c'est un des éléments d'attractivité les majeurs, la gare TER, les transports, le fait d'être dans notre métropole. L'attractivité, je dirais, on l'a, on n'a pas besoin. Ce qui bloque, c'est les files d'attente pour pouvoir s'installer à Boël. Nous avons plus de 40 familles bosséennes elles-mêmes qui attendent un logement, plus toutes celles qui ne sont pas de voie et qui veulent s'installer, parce que précisément Boël est attractif et offre des services, et donc les faits sont têtus. Effectivement, le facteur limitant, c'est le logement, et essentiellement le logement. Vous voyez les informations, là, la crise du logement, tout le monde aujourd'hui essaye de pouvoir se loger. La crise du bâtiment. Et la crise du bâtiment. Donc, je vous redis, c'est têtu, c'est essentiellement ce facteur. Jacques. Oui. Oui, Madame Brestier, quelques petits arguments. Monsieur Hubert disait qu'il n'a pas de pouvoir en matière de natalité, et notre conseil municipal n'en a pas non plus en matière ne peut pas être tenu responsable de la crise de l'immobilier que traverse notre pays. Vous avez entendu aux Ambonnettes, mais c'était 5 semaines. En France, en 2024, on a produit moins de logements neufs qu'en 1953. Voilà, on n'a pas en arrière. On revient 70 ans en arrière. Ça, c'est le résultat national. Bien sûr, on s'inscrit dans ce contexte-là, et ça ne réjouit pas. S'il n'y avait pas ces délais de l'immobilier, on ne parlerait pas de problème de remplissage de nos classes. Si on veut remplir les classes, ce sont des jeunes familles. Vous connaissez bien le problème des jeunes familles. C'est rarement les familles très âgées qui font beaucoup d'enfants, ce sont les jeunes. Eh bien, ce sont aussi ceux qui ont le moins de moyens financiers. Donc, bien évidemment, il y a 2 façons. C'est ou l'accès au logement social, ou l'accès à la propriété par les aides, c'est le VRS. C'est les deux solidités. Alors après, on peut broder sur tout le reste et sur l'attractivité. Il y a un point que vous avez oublié sur l'attractivité. Ça me surprend, c'est la question de l'emploi. Eh bien, si vous y étiez venu au vœu cette année, non économique présenté Monsieur le maire de Madame Orathèse, t'es pas dispo, pas. Ben non, mais il est débat. Vous avez entendu ce qui a été donné comme chiffre en matière de demandeurs d'emploi, fort heureusement, dans un contexte qui n'est quand même pas joyeux en France. À Bouaye, le nombre de demandeurs d'emploi a même légèrement baissé. Tant mieux. Ça contribue à l'attractivité très fortement. Et pour le reste, on se bat. On s'est battu. On n'a pas encore fini le travail, mais il faut se battre au quotidien pour accueillir des nouveaux médecins dans l'espace santé qui est en construction, qu'on a favorisé. On va se battre, monsieur le maire en parlera probablement plus tard dans la soirée, pour plus de trains. Soyez à nos côtés. Soyez à nos côtés. De ça, de contrat. Alors c'est bien le sujet de train, parce que quand je veux dire, on est sur le côté transport, effectivement, on a une gare, on a des trains, tant mieux. Et je pense que vous avez aussi sorti des articles de presse là-dessus, vous avez aussi pris la parole, effectivement, le sujet du train, tant mieux si on en vient dans la soirée, parce que ça, effectivement, et quand on parle d'attractivité, c'est aussi des choses qui sont structurantes. Donc c'est pour ça, je voulais juste un peu ouvrir le scope, parce que le scope, il est souvent focalisé sur ça, qui est peut-être le premier point, je l'entends bien, etc. L'attractivité, elle est wonderful, on a une médaille d'or, c'est formidable. Mais il y a quand même des points sur lesquels il faut qu'on travaille, et je voulais juste un peu ouvrir le scope. Je l'espère y parvenir pour la suite de nos échanges. Non mais soyons clairs. Vous le savez bien, il y a un débat contradictoire, c'est-à-dire à la fois, vous ne pouvez pas vous plaindre que les effectifs baissent et en même temps ne pas nous soutenir dans nos choix de production de logements d'ordre pour tous. C'est ça le point d'achoppement.
Et il faut le dire, il ne faut pas se cacher par l'attractivité des sous-terfuges. Aujourd'hui, et lorsqu'on aura à nouveau le débat sur le PLH, eh bien, je compte sur vous pour soutenir effectivement les objectifs que nous avons de produire 80 logements par an, parce qu'effectivement, si nous ne produisons pas ces 80 logements par an, on se retrouve dans les difficultés actuelles. Donc, à un moment donné, j'en appelle à la cohérence. C'est tout. Voilà. Bien, eh bien, écoutez, c'était très intéressant comme débat, et ça permet effectivement d'évoquer pas mal de domaines, et je reviendrai effectivement sur la carte TER. Voilà. Eh bien, écoutez, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres observations? Un dernier tout petit. Ah bien sûr, je vous en prie. Beaucoup plus doux. Il y a plus dur que ça. Oui. C'était juste par rapport à la rénovation des bâtiments. Oui. J'ai juste une petite question concernant la toiture du gymnase René Gauthier, où j'ai eu un retour sur lequel il y avait des fuites et qu'il y avait des matchs qui étaient annulés depuis que j'ai fait le long de soirée pure. Je vais donner la parole à Madame Berthet, qui est en charge des bâtiments. La liste, Audrey Meldouy, ce n'est pas une liste exhaustive. Hein. On a donné, vous voyez, c'est indiqué les principaux investissements et dépenses d'investissement. Évidemment, ce n'est pas l'ensemble de la liste des investissements. Et sur René Gauthier, effectivement, nous sommes bien conscients. Et la Berthet doit lancer une étude. Voilà. Petit. Donc, c'est pas la seule fuite qu'il y a dans les bâtiments de communaux, hélas. C'est le lot de beaucoup de communes. Et là, aussi, d'avoir des fuites de rétention sportive. Donc, sur René Gauthier, on en est conscient. On a fait quand même pas mal de travaux. On a étudié aussi cette année pas mal on a résolu pas mal de fuites aussi. On se demande si c'est pas une condensation. Alors, suite à ça, justement, on va faire plutôt un bilan bâtimentaire, carrément, de ce stade, cet ensemble sportif. Parce que franchement, on ne sait pas si c'est la condensation, si qu'il y a vraiment eu fuite, si... il y a des trous dans la toile de la foule, enfin on n'en sait rien. Et franchement, il faut qu'on passe au-dessus. Et c'est carrément une étude bâtimentaire avec les spécialistes. Parce que moi, nos services ne sont pas aptes. Ils sont à tâtonner, ils disent une fuite, ça va, et que renverser une tuile. Mais je crois qu'on passe à une vitesse supérieure. Et c'est pour ça qu'on va faire carrément un bilan bâtimentaire sur cet ensemble. En fait, aujourd'hui, il y a deux écoles. J'ai des experts qui disent l'eau qui tombe, c'est la condensation, et d'autres qui disent c'est des fuites de toiture. Moi, je ne suis pas expert, donc Mme Berthet, qui on vous dit, on va lancer une étude d'experts de l'ISA. On va mandater un expert bâtiment avec un rapport pour nous dire c'est quoi le problème, est-ce que c'est la condensation, est-ce que c'est les fuites de la partie verse nord, est-ce que c'est les deux? Peut-être aussi ça. Et puis, les recommandations à réaliser. Parce que vous voyez bien qu'entre résoudre des problèmes de condensation, il faut mettre des aérateurs, des extracteurs, pour que lorsqu'il y a une activité sportive qui génère le lavatoire d'eau, et que ça ne vienne pas condenser et que ça recouvre. Et une fuite où il faut changer toute la partie de la toiture, ce n'est pas le même temps. Donc moi, je veux pas engager sur une fausse piste des travaux importants. Si le rapport d'expertise me dit, monsieur le maire, c'est effectivement des problèmes de fuite et donc il faut changer la partie de la toiture nord, je serai fixé et on engagera, c'est-à-dire il faudra décider de prendre un budget pour engager des travaux, mais au moins je serai sûr que c'est engagé pour résoudre vraiment l'origine du problème. Parce que pour ce domaine, effectivement, Mme Berthet a raison, c'est très compliqué de comprendre. Il y a l'ensemble le même problème avec l'ensemble de tennis. Oui, exactement. Et donc, parce qu'une fuite, vous voyez bien, même chez vous, lorsqu'il y a une fuite, d'où elle vient, l'eau circule dans la charpente, et ça coule à un endroit, et c'est pas là que la fuite a lieu, c'est pas juste au-dessus de la fuite. Et quand vous avez des mètres carrés, vous avez des surfaces qu'il y a, on a beau aller sur le toit, on ne voit rien, on ne sait pas d'où vient le fuite. On voit des fois quand il y a du vent, quand il pleut énormément, et cette année il y a eu beaucoup de pluie, effectivement ça générait. Donc moi là dans ce domaine, on a besoin d'établir le diagnostic et nous dire s'il faut mettre de l'argent pour changer complètement la toiture, je veux être sûr d'avoir un rapport d'expertise qui me le confirme, parce que ça c'est pas bon d'engager des centaines de milliers d'euros pour nous dire que finalement c'est de la condensation.
vous seriez à juste tous dans votre rôle de contrôle, qui est un rôle important de l'opposition, de dire, excusez moi vous avez engagé de l'argent utilement qui ne résout pas le problème. Donc moi, à un moment donné, dans ce domaine-là, lorsqu'il y a des enjeux financiers importants, je souhaite qu'il y ait un rapport d'expertise. Donc c'est ça qui est prévu. C'est pas dans la liste, il a prévu une expertise. Ah bon, c'est combien d'années, René Luquier 90. 18, donc on est en Béchénat. Combien d'études qu'on a chiffrées, Clico 15 000 € qui est prévu au budget. Que dessus Si vous avez l'État, 15 000 €. Oui, mais, non, mais je veux dire, si malheureusement il y a la toiture à refaire... C'est des centaines de milliers d'euros. Hein, vous êtes Je crains que ce soit ça. Pour l'instant, on ne peut rien engager par rapport à la de 30. On ne peut rien engager aujourd'hui tant que le budget n'est pas voté déjà au mois de mars. Et ensuite, évidemment, tout ce qui est très urgent, les services se lancent tout avec les opérations. Mais là, pour l'instant, on projette les montants et on ne peut engager qu'après le vote du budget. Donc c'est les grandes orientations, mais dans le budget qui vous sera présenté, il y aura bien 15 000 € d'études d'expertise bâtimentaire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, demandes de précision? Eh bien, je vous propose de mettre ça au revoir. Et on doit dire le débat qui est le prix. Hein. Donc, on prend acte que le débat d'orientation budgétaire 2025 s'est tenu et je vous en remercie.